Un beau jour, on a vu arriver des beaux camions. Alors, on n'est pas d'accord. Les unes, dans leur souvenir, il est blanc, et les autres, il n'est pas blanc. Donc, on ne saura jamais. Il faudrait retrouver les chauffeurs. Et les chauffeurs, c'était des Américains, pour la plupart tous noirs, prisonniers de guerre, qu'ils avaient mis à conduire ces camions. Donc, un beau jour, on nous a donné l'ordre de nous préparer, on nous a lavé, on a changé celles qui étaient plus sales, on leur a donné des vêtements un peu plus propres, des trucs pour se mettre aux pieds à celles qui étaient pieds nus. Et puis, on nous a tout enfourné dans des wagons, dans des camions. Et puis, on est parti. Et on a atterri en Suisse, où là, on nous a d'abord lavé. Ensuite, on nous a donné à manger au compte-gouttes. On était furieuses parce qu'ils ne nous donnaient pas à manger, mais c'était pour la santé. Et puis, on a attendu quelques jours là en Suisse, et puis on a été rapatriés. Alors, le rapatriement, pour aller de Suisse à Paris, il y a un bon bout de chemin quand même. Hein. Alors, ça a été tout au long de la route une fête, hein, parce qu'à chaque fois qu'on s'arrêtait, on nous donnait des sandwichs, du parfum, des petits chiffons pour nous laver, enfin bon, ce retour a été, oui, une fête. Dans les camps de concentration, vous pouvez suivre la politique mondiale ou vous avez... Oui, quand même, on était tenus au courant parce qu'il y avait des filles qui travaillaient dans les bureaux. Hein, on avait des compagnes qui parlaient bien allemand. On avait en particulier une ancienne journaliste qui s'appelait Marie-Claude Valland-Couturier, qui était déjà une figure connue en France, hein, qui avait une certaine importance dans les milieux politiques, et qui parlait très très bien allemand. Alors elle travaillait dans les bureaux, ce qui fait qu'elle écoutait la radio. Les Allemands, elle ouvrait les SS, les Allemands des bureaux ouvraient leur poste, faisaient marcher leur poste, et elle entendait, puisqu'elle parlait bien allemand, et comme ça on était très informés. On a toujours été très informés. On voyait bien que les Allemands étaient repoussés de partout, que c'était la débâcle, que ça allait très mal et que Berlin avait été prise par les Soviétiques. Bon, on savait que c'était la fin, quoi. Voilà. Donc, on était inquiets sur notre sort quand même, hein, parce qu'on se demandait ce qu'ils allaient faire de nous, s'ils allaient nous trucider. Hein, trucider, ça veut dire nous tuer, ou bien nous laisser finir notre vie comme ça, gentiment. Donc on vivait dans l'inquiétude quand même. Et comme on était dans un camp d'hommes, on savait, parce qu'on avait des contacts, qu'ils s'étaient armés et qu'ils ne se laisseraient pas faire, ils ne se laisseraient pas exterminer comme ça. Alors donc, on avait un peu peur, mais on avait l'espoir. On disait, on se libérera. C'est curieux, on est dans la plupart du temps, et celles qui n'étaient pas comme ça sont mortes, dans la plupart du temps, on espérait au-delà de toute sagesse. Hein. On était convaincus qu'on allait gagner la guerre, convaincus qu'on allait rentrer, convaincus que tout irait très bien. Oui, à Buchenwald, il y a eu les soviétiques, en réalité, ont été mis dans les camps de concentration et n'ont jamais été dans des camps de prisonniers. Et il y a eu 6000 soviétiques qui ont été assassinés à Buchenwald dans des conditions atroces, c'est-à-dire les nazis ne disaient jamais la vérité, c'est-à-dire il y avait un endroit, on leur a dit on va vous faire passer une visite médicale, il y avait une toise, et derrière la toise il y avait un orifice, et on les a abattus d'un coup de revolver comme ça, et Buchenwald a été libéré par les déportés internés du camp. C'est-à-dire, Buchenwald avait été bombardé, il y avait des usines d'armement qui ont été bombardées le 24 août 1944, ils ont pu trouver des armes qu'ils ont cachées, et ce sont les déportés internés du camp qui ont libéré Buchenwald eux-mêmes le 11 avril 1945. Il faut peut-être expliquer ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité,
tous les déportés, quel que soit le motif de leur... à part pour les Juifs, il y avait une sélection en arrivant à Auschwitz, mais tous les déportés, quel que soit, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, quel que soit le motif de l'arrestation, étaient programmés pour vivre 9 mois maximum. Pour vivre 9 mois maximum. Ah bon, ce n'est pas Et grave. dans certains camps, la longévité était même beaucoup plus courte. J'ai expliqué, à Langenstein, la longévité maximum était de 6 mois. Je suis arrivé le 13 novembre 1944, j'ai été libéré le 13 avril 1945, mais entre le 9 et le 13 avril, le camp a été évacué et nous sommes restés sans nourriture, sans rien du tout, dans la crasse la plus complexe, et la mortalité a été très très grande. Et à la libération, j'avais une gale surinfectée et je pesais 28 kilos, et le dernier mois, je n'avais même pas travaillé. En réalité, nous étions des esclaves. Pourquoi? Parce que nous étions loués aux firmes allemandes qui existent encore aujourd'hui, qui se sont enrichies à l'époque, comme Siemens, Krupp, Volkswagen, Egenfarben, etc. C'est-à-dire, ils avaient besoin de main-d'œuvre et ils demandaient aux nazis qu'il fallait tant de déporter hommes ou femmes pour travailler. Et en réalité, donc, ces firmes-là reversaient tant aux nazis pour nous faire travailler et nous nourrir, et on revenait moins cher à nous nourrir que de nourrir les chiens des SS. Je vais laisser la parole à Gisèle, parce que les femmes ont été merveilleuses également dans les camps. Elles ont fait de nombreux sabotages. Leute kennen, die im Spanischen Bürgerkrieg waren. Est-ce que vous connaissez personnellement des combattants de la guerre civile en Espagne? De la guerre en Espagne? Oui, j'ai connu, malheureusement, il n'en reste plus beaucoup parce que la plupart, avec l'âge, ont disparu, mais j'étais très lié avec pas mal de républicains espagnols, et entre autres, j'ai très bien connu le cousin d'un cinéaste malais qui me racontait son histoire. Il commençait de la façon suivante. Il nous disait qu'en réalité, il avait tout pour être du côté de Franco, mais quand il a vu, il était militaire de carrière, quand il a vu toutes les injustices, il a été du côté des républicains espagnols, et sa famille a payé un très lourd tribut de son engagement envers l'Espagne républicaine. Malheureusement, les républicains espagnols ont eu un très mauvais accueil lorsqu'ils sont arrivés en France, puisqu'ils ont été internés dans les camps. Beaucoup sont rentrés dans la résistance et ils ont été livrés par Vichy aux nazis, et ce républicain espagnol a été également dans la résistance, a été déporté à Matausen, où la résistance intérieure à Matausen était très importante puisqu'ils se connaissaient tous, la plupart, de la guerre d'Espagne. Bon, moi je suis restée assez longtemps à Matausen, et c'était un camp qui avait été créé, fabriqué, construit par les Espagnols. Les premiers Espagnols ont été arrêtés bien longtemps avant nous, et ont été envoyés à Matausen. Et donc quand on est arrivé, le camp était déjà en place. Quand les Français sont arrivés au camp, le camp fonctionnait déjà d'une façon très importante. Il y avait surtout des Allemands et des Espagnols. Et puis après, bon, les Français sont arrivés, donc on a essayé de s'entendre, ce qui n'était pas toujours très facile. Hein, donc, à cause de la langue? La langue, le caractère, comment dire aussi, le goût du pouvoir, malheureusement. Le fait d'être arrêté ne supprime pas les défauts, hein. On se les conserve. Et donc, mais bon, c'était quelque chose d'assez normal, et il n'y avait pas de drame extraordinaire. Il y avait de temps en temps des petites discussions, hein, entre catégories de déportés et entre nationalités. Ça ne se passait pas toujours d'une façon... faut pas maintenant, tant d'années après, dire que c'était la vie de château. Non, c'était pas... C'était difficile parce que d'abord il y avait comment dire, l'obstacle affreux de la langue. Il faut dire que la solidarité à l'intérieur des camps a joué un très très grand rôle pour la survie. Elsa,
die Solidarität hat trotzdem eine große Rolle gespielt, um einfach zu überleben. Et nous, les femmes, quand on est arrivé à Mauthausen, pratiquement, il en est mort peu de maladies. Le plus grand drame qui nous est arrivé, c'est qu'on est allé déblayer la gare à Amstetten et que pendant ce temps-là, il y a eu un bombardement terrible et qu'il y a eu un certain nombre de mortes. Also was Sie gesagt haben mit dem, als sie freigelassen wurde, ob das eine Überraschung für ihn war oder ob das auch bei ihr so eher schon vorausschaubar war. Aussi la question pour vous, est-ce que vous avez pressenti la défaite allemande et la libération ou est-ce que vous, parce que Gisèle l'a déjà dit, oui, qu'elle savait bien finalement sûr, que ça allait se terminer bientôt. On savait que à partir de Stalingrad, on se doutait que l'Allemagne avait peu de chances de gagner la guerre. Et puis bon, avec tous les événements qu'il y avait, comme l'explique Gisèle, nous à l'intérieur du camp, la résistance nous informait également. Et au fur et à mesure que les convois arrivaient, les déportés qui arrivaient nous donnaient des nouvelles. Moi je suis arrivé au mois de septembre, donc j'avais des nouvelles du mois de juillet, de ce qui se passait en France. Et il faut dire aussi, par exemple, quand il y a eu l'évacuation d'Auschwitz sur Buchenwald pour les hommes, ils ont raconté ce qui se passait à Auschwitz, parce que beaucoup ignoraient complètement ce qui se passait à Auschwitz. Je vois que ceux qui écoutaient la radio, la BBC, la radio anglaise, avaient quand même certaines informations. Et ce qu'il y avait de très amusant, quand nous étions sur la place d'appel à Buchenwald, on nous lisait les communiqués des armées. Alors, par moment, ils nous disaient que l'armée allemande avait subi de lourdes pertes. Alors, nous étions très contents d'apprendre ça. Et il faut vous dire qu'une fois qu'on arrivait dans le camp, on n'avait plus d'identité. C'était un matricule qu'il fallait connaître par cœur en allemand. Et souvent, on ne nous appelait même pas par le matricule, on nous appelait des Stück, des morceaux. Il fallait tant de Stück pour aller travailler à tel endroit, etc. Et nous, on n'avait pas du tout l'intention de faire du rendement. Je prends un exemple. On nous faisait décharger des sacs de ciment. Un sac de ciment, c'était 50 kilos. Et au fur qu'on maigrissait, le sac de ciment pesait plus lourd que nous. Wo wir eben bei der Solidarität waren, wie war es mit Entsolidarisierung innerhalb der Gefangenen und auch der Resistance davor? Mit Spaltung haben Sie sowas erlebt, dass es halt wie im spanischen Bürgerkrieg, dass es so weit gegangen ist, dass sie sich gegenseitig erschossen haben beispielsweise? Et alors, Yoshi veut savoir, est-ce qu'il y a eu des différences dans, par exemple, les camps de concentration où vous y étiez? Est-ce que ça se sentait? Est-ce qu'il y avait même des combats entre différents groupes?